Donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau TD numéro 4 sur les bases de données en fait, en fait juste les bases de données relationnelles. Je vous aurai un cours sur les bases de données type MongoDB, type NoSQL la prochaine fois en fait, pour le prochain TD. Donc là on va voir comment ajouter la base de données dans votre projet qui est déjà en cours. Et donc, on va commencer voilà, par des questions un peu générales, donc a priori sur des rappels de cours. On vous demande donc de rappeler les intérêts de l'utilisation d'une base de données relationnelle. Donc, c'est des questions, à mon avis, qui ont été abordées lors du cours magistral. Évidemment, si vous voulez participer, vous n'hésitez pas à venir vers le pupitre, en fait, pour que tout le monde vous entende. Et que je vous entende aussi, hein, parce qu'évidemment là vous pouvez parler entre vous, mais a priori je vous entends pas. Donc je préfère faire ça en mode sur Gatherturn là, parce que comme ça vous pouvez discuter entre vous des questions du TD, donc je trouve ça pas mal. Et en même temps vous pouvez participer, donc n'hésitez surtout pas à venir prendre la parole vers le pupitre en fait. Alors, quel est l'intérêt des... Bon, donc ça va être des rappels de cours, donc ça va être un peu du blabla, j'ai envie de dire, quoi. Donc voilà. Alors, quels sont les intérêts? Alors, j'aimerais bien, je veux bien faire toute la correction, donc cracher le machin, mais si vous avez des idées, pourquoi pas, quoi. Donc, les bases de données relationnelles, c'est les bases de données, enfin, les plus connues, c'est a priori SQL, avec toutes ces implémentations possibles. Il y a du monde, je vais devoir venir vous voir. Vous, là, vous êtes la table la plus nombreuse. Vous m'entendez ou pas? Alors, quelqu'un a une idée ou pas? Enfin, il y a plein de trucs à dire, hein, c'est quand même assez général, il n'y a pas de vraiment de mauvaise réponse. Non, vous attendez la correction. Vous êtes timide. Ouais, ouais, c'est un peu oui, enfin donner un peu qu'est-ce qui est bien dans les bases de données relationnelles en fait quoi. Alors comment elles sont ouais, ouais, d'accord, ok. D'accord. Donc je vais faire un petit point là-dessus, je vais retourner au pupitre pour que les autres m'entendent. Ok, donc je suis allé voir une table et euh, et donc on en a un peu parlé. Donc on m'a dit que c'était optimisé, en temps et tout ça, en stockage. Bon, effectivement. Il y a un aspect là-dessus qui est qu'en fait, il y a un truc sous-jacent, c'est que, bon, en gros, il y a un peu des maths derrière, quoi, des algèbres relationnelles. Donc, c'est bien formalisé et ces formalisations, ça permet effectivement de faire des optimisations de l'optimisation de requêtes, quoi. D'accord? Donc, ça, c'est un point important, hein, c'est que c'est bien formalisé les bases de données relationnelles. Donc, je vais mettre ça je vais mettre différents points. Donc, après, finalement, c'est la question 1. Donc effectivement, premier point, donc on peut faire des interrogations complexes, pardon. Alors je ne vous ai pas mis c'est mieux si je vous mets ça. Donc des interrogations, et il serait mieux si je partage aussi, parce que a priori, hop, enfin, non, je voudrais une fenêtre. Voilà. Il est où le truc? Là, voilà, parfait. Oui, donc on peut faire des interrogations complexes. Donc, effectivement, ce que je disais, c'est que c'est bien formalisé. Vous me dites si vous avez un problème pour voir mon écran, mais après, là, ça devrait être bon, quoi. Donc, c'est bien formalisé. Il y a la notion d'algèbre relationnelle. Et je ne sais pas pourquoi mon truc s'est éteint. Il faut juste que je vérifie. Voilà.
la mesure relationnelle et des opérations dessus. Pourquoi tu t'éteins tout le temps, toi? Excusez-moi, petit problème technique, comme d'habitude. Vas-y. Ok, donc là, tu es en train de décoder gravement. Oui, madame. Ah, vous voyez le Gazerton, hein. Ah oui, ok. Ça marche. Bon, alors on va changer ça. Euh, C'est bien de me l'avoir dit. Hop, hein, donc on va quitter ce truc-là. Et je vais de partager l'écran. Hop, application window. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Non, là, ça devrait être mieux. Hop, c'est bon, vous voyez là? C'est ce qu'elle me dit. Comme ça, personne n'a vu mes problèmes techniques. C'est parfait. Excusez-moi. Hop, je me décale un peu. Arrête de déconner. Ok. Hop, hop, hop. Donc, on va tout réécrire. C'est pas un souci. Donc, on est reparti. Donc, c'était la question 1. Donc, on disait, a priori, donc, on peut faire des interrogations complexes. Donc, ça, c'est dû au fait qu'effectivement, c'est bien formalisé, ce que je disais. Donc, donc, il y a une algèbre relationnelle et des opérations bien définies. Donc, qui sont par exemple la jointure, l'intersection. Voilà, jointure, intersection, projection, etc. Donc, bon, les trucs que vous voyez en base de données, quoi. Que vous avez vu en base de données. Je ne sais pas, je ne sais plus à quel semestre il se trouve, etc., etc. D'accord. Et donc, ces opérations-là, après, effectivement, si c'est bien formalisé, on peut concevoir des optimisations pour ça. Donc, c'est par rapport à ce que m'avait dit donc le petit groupe là. Il y avait aussi la manière de Euh, sur le côté optimisation là dont on m'avait parlé aussi, il y a aussi la concurrence des requêtes. Hein, on peut faire plusieurs requêtes en même temps. Voilà, c'est flexible, bien établi. D'accord, ça fait, je ne sais plus de quand datent les premières normes de SQL, quoi, mais il y en a une en 77, hein, en 1977, donc ça, c'est ce on peut bien dire que c'est bien établi, quoi. Donc elles sont bien établies. Et donc, il y a un langage, hein, qui est toujours le même qui est utilisé, hein, pour la base de données relationnelle, qui est le plus présent, hein, c'est SQL. Voilà. Et on peut penser à plein d'autres trucs, hein, donc c'est ce qu'on avait dit. Donc, le côté optimisation, et puis ça permet, enfin, en gros, pour stocker des données, c'est quand même, a priori, d'une manière, pour quelque chose, une application un peu générale, hein, c'est plus performant d'utiliser une base de données que de l'implémenter vous-même, quoi. D'accord? Donc, sauf application très spécifique où vous connaissez bien votre jeu de données. Là, vous avez des mécanismes qui sont déjà, qui existent déjà, hein. L'indexation, par exemple, c'est super utile pour être efficace. D'accord? Si vous avez une colonne que vous avez décidé d'indexer pour retrouver plus facilement, bah, c'est plus simple d'utiliser une base de données que d'implémenter vous-même un ordre binaire de recherche ou une table de hachage, quoi. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Voilà. Donc, petit rappel de course à cette question 1, hein. Je rappelle la question parce que vous ne l'aviez pas vu là. Donc, c'était rappeler les intérêts de l'utilisation d'une base de données relationnelle. Normalement, vous avez, tout le monde a récupéré le TD sur le site du cours, hein. Donc, n'hésitez pas à y aller si ce n'est pas le cas. Ok. Donner un exemple de recette SQL. Bon, euh, ça va pas être compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va commencer à taper un petit peu dans du code parce que on va voir aussi comment on fait ça en Node.js, comment j'interface Node.js avec une base de données de type SQL.
Donc du coup, je vais me prendre un terminal. Hop, petit terminal. Alors pour l'instant là j'ai préparé un TME4, c'est vide. Ce que je vais faire c'est que je vais récupérer le point zip de la dernière fois, quoi. D'accord? Celui que je vous ai mis sur le Mattermost. Donc je vais retourner sur le Mattermost pour avoir exactement la même version que vous. Alors groupe 5, je vais récupérer le point zip serveur.zip. Hop, voilà, je l'enregistre et je vais la récupérer dans mes downloads. Donc, comment est ça, serveur.zip, voilà, je vais le copier là. Donc juste prendre exactement la même chose. Voilà, serveur.zip, là. C'est des serveurs, voilà. Alors, donc si je récupère l'archive comme ça, a priori, il n'y a rien installé, hein. Si je regarde dans package.json, après, normalement, il a censé installer tous ces trucs-là, hein, ce qu'on a déjà vu la dernière fois. Et donc, pour l'installer, c'est npm install, comme ça, il va tout installer. Ça va pas prendre très longtemps. Ok, c'est fait. Alors, on aura juste besoin d'un truc en plus, hein. Donc, c'est écrit sur votre TD au niveau pour le TME de tout à l'heure, hein. Donc, c'est écrit à la fin dans la petite partie TME. Donc, on va faire un npm install et on va rajouter SQLite 3. SQLite 3. Voilà. C'est le seul truc qui nous manque. Bon, il y aura quand il y a des trucs deprecated, mais on s'en ouf. Et si je regarde maintenant, du coup, il a rajouté ça dans notre module, là, il a rajouté ce qu'il fallait, hein. Et si je regarde mon package.json, maintenant, ça devrait faire partie de voilà, mes dépendances, en fait, hein. Ce qui fait qu'en fait, quand vous transférez quand j'ai fait le point zip pour vous le filer, en fait, le node module, j'avais viré, hein. Sur le node module, c'est tout ce qu'il a téléchargé, quoi. Il y a 50 000 trucs, quoi. D'accord? Donc notre module, a priori, ça sert à rien de le filer. Quand vous filez l'archive à quelqu'un, le point zip, vous virez notre module, vous zippez tout le reste. Et quand quelqu'un récupère ça, tout ce qu'il a à faire, c'est comme moi, comme tout à l'heure, il a juste à faire npm install. Et maintenant que SQLite 3, il est dans les requirements, là, dans package, il va tout installer, y compris SQLite 3. Donc là, tout est bon, quoi. Donc j'ai juste pris ça parce que là, on va pas commencer à forcément taper dans le projet. Mais ce que je vais mettre, a priori, je peux le mettre ici en fait. Je vais juste créer un petit fichier. A priori, je ne sais pas si on vous l'a filé ou pas. Je ne sais plus quel nom elle lui a donné. Je vais juste regarder vite fait sur le sujet. Dans le truc d'affaires en TME, on vous dit faut récupérer serveur.zip, il faut être à tester, les corrigés de TD, après, ouais, testuser.js. Vous devez avoir les classes de test pour tester votre code, testuser.js. Alors, je ne sais pas si il a déjà été filé. En tout cas, on va le reconstituer, ce testuser.js, au fur et à mesure. Et je vais le taper directement, comme ça, on aura déjà. Ça ne sera pas perdu par rapport à ce que j'ai écrit au stylo, quoi. Donc, hop. Donc, test user.js. Voilà. On va partir d'un truc comme ça. Alors, la question, revenons-y. La question, c'est de donner un exemple de requête SQL. Donc, on est parti. Hop. Requête 1. Alors, si vous voulez faire en JavaScript, hein, si vous voulez faire sur plusieurs lignes, vous avez écrit un truc sur plusieurs lignes, vous mettez les codes penchés comme ça. Comme ça, vous pouvez ensuite écrire tranquillement votre truc bien présenté sur plusieurs lignes. Alors, imaginons qu'on veuille récupérer quelque chose dans une table user, par exemple. Alors, je ne sais pas si je vais me mettre directement. J'ai juste. Hop, hop, vous voyez pas ce que je fais, c'est normal.
Ah non, test user, c'était le. Ouais, ça devait être test. Enfin, ouais. Test user, il existe déjà en fait. Mais qu'est-ce que ça disait sur test user, quoi? Ah, ouais. Vous devez avoir des classes de test pour ça. Ok, d'accord, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, je vais l'appeler test BD en fait, hein. C'est ça que. Mais donc, du coup, il n'est pas forcément. Hop. Donc, je vais la renommer. Ok, move test user. C'est pas sûr, je vais l'appeler plutôt test BD. Testbd.js. Ça, il a le même nom. Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de lui donner le même nom, parce que si a priori on va pas forcément taper tout à fait les mêmes choses. Bon, un petit exemple de requête SQL pas compliqué. On va aller récupérer. Alors, ah oui, d'accord. Maintenant, je vois que vous aviez écrit dans le chat. On voit votre écran en blanc, c'est un tout petit, c'est quoi, c'est difficile à dire. Ok, Mathilde, je vais essayer d'écrire plus gros pour la suite. En blanc, tout petit. D'accord, si c'est trop petit, je vais essayer d'écrire plus gros, quoi. C'est tout ce que je peux faire. S'il y en a, n'hésitez pas à me faire ce genre de remarques, hein, parce que moi, je ne me rends pas forcément compte. Hop, alors, imaginons qu'on a une table user, hein, select étoile from, si on a une table users, par exemple, on peut imaginer, on recherche un user avec le where name égale Toto, quoi. Alors, monsieur, on voit votre écran. Oh non, ok. En fait, c'est juste qu'il y a une barre grise en bas de l'écran. Avec des informations sur votre son. Non, mais quand je suis en mode là, en Keynote, là. Ah oui, parce que j'ai partagé tout le truc OBS, quoi. Ok, ok, d'accord. On est reparti. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Tac. Euh, voilà. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait le truc, du coup. C'est pour ça. Fallait, ouais, donc vous avez bien fait de m'en parler. Donc maintenant, hop, est-ce que tu es apparu? Partage d'écran. J'étais un petit peu rouillé. C'est quoi le bon? Ah, c'est parfait là. Voilà, un bon partage. Donc maintenant, vous êtes à... Ça devrait être assez gros, quoi. Donc merci Mathilde pour la remarque, hein, qui était tout à fait indispensable, parce que sinon je faisais n'importe quoi. Ok. Donc, n'hésitez pas en fait, parce que comme des fois je suis pris dans mes idées, donc j'oublie de regarder le chat et donc du coup, donc n'hésitez pas à venir me couper la parole au pupitre, comme ça moi c'est réglé plus rapidement, quoi. Donc maintenant vous devriez voir ça un peu plus clairement. Donc c'est les total from Toto, where name égale Toto, un truc comme ça, quoi. Par exemple, si vous avez une table qui s'appelle user, c'est que dedans il y a un name. Et ben on va faire ça comme ça, quoi. Et a priori, vous pouvez faire ça sur plusieurs lignes, c'est ce que j'expliquais avec quand vous avez un anti-quote comme ça. Voilà. Tac. Donc là, j'ai juste mis une petite requête SQL, a priori. Donc là, ça ne devrait pas y avoir de problème, hein. Donc je peux enregistrer. Et pour tester notre petit script qui pour l'instant fait rien, vous faites juste node et le nom du fichier, quoi, qui s'appelle testbd. Donc je vais l'écrire en toutes les. Hop. Et puis là, il dit effectivement, il fait rien parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il a juste déclaré une variable, quoi. Voilà. Donc je pense que ça répond à notre petite question. Si je regarde a priori l'énoncé, voilà, très bien. Donner un exemple de requête SQL, bah voilà, on a un petit exemple de requête SQL. De toute façon, vous en avez déjà vu plein en base de données. Je pense que tout le monde a eu un cours de base de données, donc on va pas y passer la nuit, quoi. Alors, dans quel objet sont récupérés les tuples d'une requête select?
et comment y accéder. Donc ça, on a vu dû vous le montrer en cours. Donc c'est comment on va faire en JavaScript pour récupérer a priori des données qui viennent de SQLite. Je ne sais pas si je donne d'autres exemples de. Bon, vous verrez, enfin, sur SQL, quoi, on va pas y passer la nuit, quoi. Donc, on a un truc, donc le type d'objet, en fait, vous allez voir, mais on va le voir de toute façon en pratique. Donc, ça, c'est la question 3. Donc, les requêtes select, donc on a une classe, c'est un objet qui s'appelle de type result set. Result set, voilà. Et on peut le parcourir. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça de manière très pratique. Donc avec une méthode qui s'appelle forEach. Voilà. Donc a priori, si vous avez un truc de type result set qui s'appelle, on va l'appeler rows, nous. Vous ferez rows.forEach. Ça vous file un itérateur sur ce machin-là, quoi. Voilà. Donc après, vous pouvez dire for, voilà, parcourir toutes les. Alors ça prend. Non, et là, ça vous mettez ici, vous mettez une lambda. Voilà, qui dit quoi faire avec la rose, quand même. D'accord? Donc là, vous mettez une fonction, en fait, et la fonction va s'appliquer sur chaque ligne. D'accord? Et le for each va faire que ça va être exécuté pour tous, quoi. Voilà, donc c'est ça, et donc là, très pratiquement maintenant, donner un exemple de programme Node.js qui permet d'afficher les résultats de votre requête, traiter à afficher. Donc pour afficher, on va utiliser la console a priori, et du coup là, je vais le taper, comme ça sera déjà fait. Je vais reprendre le terminal. Hop. Donc j'ai ma requête qui est là. Alors, il faudra avoir une base de données, hein. Donc la base de données, je pense que je vais l'appeler DB, donc ce sera mon descripteur qui permet d'accéder à la base de données. Pour l'instant, il est pas, on va le déclarer juste avant. Je pense que je vais le faire ouais, tout de suite après. Bon, Euh, bon, je vais peut-être le déclarer tout de suite, comme ça sera fait. Hop. Donc, faut accéder à la base de données en fait. Donc, je vais importer le module correspondant. Donc, ça ne demande pas ça. Donc, on va faire require de SQLite 3. Voilà, hop. Donc normalement, comme on vient de l'installer juste avant, il n'y aura pas de problème. Pour ajouter un point verbose, si vous voulez, qu'il raconte sa vie pour voir que tout est bien chargé au cas où, quoi. Voilà. Et on va déclarer donc ce fameux BD là, qui est juste l'ouverture de la base de données. Donc bon, j'anticipe un peu sur les questions suivantes du TD parce que l'ordre a été fait comme ça, mais donc, SQLite 3, c'est le module qu'on vient de déclarer. Et on peut ouvrir une base de données comme ça, database. Et là, la syntaxe pour dire qu'on veut la créer en mémoire, c'est memory. Pour l'instant, je ne vais pas créer un fichier particulier, mais sinon, vous m'écrivez un nom de fichier. Il va créer. SQLite 3, ça stocke la base de données dans des. Bah, light, comme son nom l'indique, c'est léger, quoi. Vous lui précisez un nom de fichier et il stocke tout dans ce fichier-là, quoi. Avec son format optimisé comme il faut, quoi. D'accord, mais là, a priori, je vais tout stocker, je vais pas ouvrir de fichier, je vais tout stocker en mémoire, ça suffira largement. Bon, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, entre deux lancements du script, a priori, il aura tout perdu, quoi. D'accord, donc dès que je lance le script, il crée la base de données, si je lui demande d'en créer une, et éventuellement, il s'arrête là, quoi. On va juste vérifier ces deux lignes-là, si ça compile bien, enfin, si ça s'interprète bien, je veux dire. Donc, je vais refaire un petit node. C'est bon, pas de problème, hein. Il a tout compris, il est content. Donc maintenant, alors, comment je fais une requête avec a priori plusieurs lignes? Donc, ce serait le cas, on va dire, là, si je virais le where name,
égale Toto. Je vais le changer pour faire semblant. Même si avec une seule ligne en réponse, c'est pas un problème, hein. Mais vous pourriez dire tous les noms qui sont après Toto, quoi. Vous pouvez écrire des trucs comme ça en SQL. Bon, on va faire semblant, de toute façon, elle est vide la base de données, même la table user n'est même pas créée, quoi. Donc, a priori, ça devrait créer une petite erreur, mais c'est juste pour vous expliquer la syntaxe, hein. Donc, dbAll, donc ça veut dire que je vais toutes les réponses à la requête suivante. Quelle requête? Ben, en premier argument, vous écrivez la requête que vous voulez. Donc, moi, c'est la requête 1. Ensuite, vous pouvez lui passer, a priori, je pense, des arguments sur cette requête, un truc comme ça. Pour l'instant, je vais mettre liste vide. Et ensuite, c'est là que vous mettez donc une lambda qui va vous... donc, c'est une fonction anonyme. Donc, qui prend deux paramètres. Donc, premier paramètre, c'est a priori s'il y a une erreur. Et deuxième paramètre, rows. Donc, c'est pas vous qui appelez cette fonction-là, elle est appelée automatiquement par dbAll. Donc, hop, donc c'est une petite lambda, petite flèche, j'ouvre une accolade et maintenant j'écris le code qui va être exécuté a priori avec cette requête 1, quoi. Donc, si lors de l'exécution de cette requête 1 par la base de données, s'il y a une erreur, à ce moment-là, bah, je vais lancer une exception et je vais rebalancer l'erreur comme exception, quoi. Voilà, comme ça il me l'écrira. Sinon, ça veut dire que tout s'est bien passé, hein. Le throw, ça sort de la fonction aussi, hein. C'est comme le return, hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre de else. Ensuite, donc il y a ici, vous voyez que donc, le paramètre erreur, ça permet de tester s'il y a une erreur, hein, et le paramètre rows ici, ça permet donc de récupérer l'ensemble des lignes résultats. Donc c'est un objet qui représente l'ensemble de ces lignes. Et pour les parcoureurs, c'est ce qu'on vient de dire juste avant, quoi. On applique rows, on lui applique la méthode for each qu'on a vu juste avant. Et on lui dit, là on lui passe une fonction, hein, comme j'ai dit, donc une fonction qui prend en paramètre un row et qui lui associe. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec? Là, ce qu'on demande, c'est juste de l'afficher. Donc, je vais faire un console log de row.name. Row tout court, quoi. Comme ça, normalement, il affiche toute la ligne, mais si je veux juste le nom de s'il y a un champ name, a priori, dans la base, ou first name, ou last name, s'il y a un champ qui s'appelle comme ça dans la table, a priori, c'est celui-là qui va afficher. Voilà. Hop, je ferme la parenthèse de la fonction. Voilà. D'accord? Donc, c'est toujours des fonctions qui prennent en paramètre une fonction. Et la fonction est écrite directement sous la forme du lambda. Hein, je rappelle la notation de la lambda, c'est toujours vous mettez. Elle n'a pas de nom devant la parenthèse, là. Vous écrivez l'ensemble de ces paramètres et vous mettez une petite flèche. Après, vous énervez une accolade et vous mettez le corps de la fonction. Donc, parfois, il n'y a pas l'accolade parce qu'il n'y a qu'une seule instruction. Moi, je n'aime pas trop. Je préfère mettre systématiquement les accolades. Comme ça, au moins, c'est plus clair. Voilà, et donc il reste à fermer cette accolade ici, fermer la parenthèse du dbAll, point virgule. Et donc là, normalement, ça va exécuter la requête REQ1, qui est celle-là, en fait. Normalement, là, si je le lance, il devrait gueuler parce qu'il va me dire que normalement que la table user n'existe pas. Donc je le teste, voilà. Donc là, a priori, l'exception est écrite, là. Donc il y a un problème ligne 9, et qu'est-ce qu'ils me disent? DB is not defined. Parce que je l'ai appelé BD, évidemment. Donc on n'a pas encore l'erreur que j'ai prédite. Donc je vais l'appeler DB. Voilà, on reteste. Et là maintenant, il me dit, voilà, in database. Voilà, il me rajoute des anti-slash n, hein, bon, c'est à cause de mon anti-quote, là, parce que j'avais fait des retwiring à la main. Et il me dit, no such table, voilà, no such table users. Donc il n'y a pas de table users, donc problème réglé. Il va falloir créer ce truc-là. Donc, bon, a priori, il a bien exécuté la requête SQL, puisqu'il nous a dit qu'il n'y avait pas de tab user, donc il n'aurait jamais dû le savoir en l'occurrence. Donc, effectivement, ça marche bien. Il est juste rentré dans ce truc d'erreur, quoi. Donc, on va voir plus tard, un peu plus loin, mais dans pas longtemps, comment créer la tab users. Qu'est-ce que je voulais faire, en fait? J'ai envie de faire un truc qui me plaisait pas. Bon, on va rester comme ça pour l'instant. Bon, bref. Alors, revenons sur l'énoncé. Tac. Alors, on s'intéresse à définir les thèmes nécessaires pour notre site web. Donc, c'est là que je vais commencer à créer
des tables qui manquent. Alors, comment sera faite la création des tables? Donc, on va les construire une fois pour toutes, hein, lors de, de l'instanciation, a priori, des classes utilisateurs amis, quoi. Donc, où est-ce qu'on va les faire? Donc, c'est une question de conception, en fait. Donc, où seront-elles créées? On va les créer une fois pour toutes. Dans les constructeurs. Voilà, des tables. Donc, des tables, ok, users, followers, un truc dans le genre, quoi. Voilà. Ou et d'autres, voilà. D'accord? Donc, la création des tables, on les fera dans les constructeurs. Évidemment, pour que ça soit persistant, évidemment, ces constructeurs-là sont réappelés. Effectivement, si je le relance le serveur, ces constructeurs vont être réappelés. Il faudra faire attention, effectivement, qu'il n'écrase pas l'ancienne base de données, quoi. A priori, là, on stocke en mémoire, mais les trucs ne seront pas forcément stockés. Donc, on va foutre ça dans les constructeurs, donc de ces classes-là. Donc, vous avez déjà un exemple, là, a priori, il y a déjà un exemple de users, là, dans le. Si je vous remets hop, le terminal. Si on regarde ici, dans source, hein, vous avez un truc qui s'appelle entities. Voilà. Et a priori, vous avez la classe users qui se trouve ici. Oui, ls, ça va pas faire grand-chose. BI, c'est mieux. Voilà, donc constructeur, donc le constructeur, il récupérera la base de données, là. Donc this db égale db, là, ça crée effectivement une variable d'instance, hein, dans la classe users. Il n'y a pas besoin de déclarer une variable d'instance comme en Java ou en C++, hein. Donc c'est créé implicitement, à chaque fois qu'on écrit 10db, là, ça crée implicitement un champ, une variable d'instance db dans la classe user. Donc je lui affecte la base de données qui est là, quoi. Donc le db, c'est le même db que je viens de créer juste avant, quoi. Et il a marqué suite plus tard avec la BD. Et évidemment, c'est là que vous faites la construction de la table user, quoi. Voilà. Donc je reviens à mon petit SDB. Alors, le SDB, à la fin, il partira à la poubelle, hein. C'est juste pour vous montrer. SDB.js, voilà, c'est là où on en était. Alors, je repars là-dessus. Donc, voilà. Donc, on va faire ça dans les constructeurs. Donc, quelles sont les informations que nous souhaitons stocker? Quelles sont les informations stockées en MySQL? Ben, quelles sont les informations stockées en MySQL? Quelles sont les informations qu'on souhaite stocker? Bah, les données utilisateurs, enfin, c'est la question a l'air un peu triviale. Euh, donc, qu'est-ce qu'on veut stocker? Les données utilisateurs. Donc, ça sera dans la table user. Donc, il y aura nom, prénom, login. On pourra mettre le mot de passe aussi. Voilà. Dans les followers, donc a priori, il y aura, bon, ça pourrait être l'ID 1 de l'utilisateur et l'ID 2, quoi. L'ID follower, un truc comme ça, parce qu'a priori, c'est asymétrique comme relation. Donc, il pourrait y avoir ça comme info, plus d'informations supplémentaires. Après, vous aurez bon, tous les trucs que vous passeront par la tête, effectivement, pour créer des nouvelles tables. Après, on utilisera là-dessus, quoi. Je crois qu'il y avait une table, on peut imaginer une table de connexion, quoi. Donc ça, bon, vous pouvez rajouter là pour les followers from to. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair, quoi.
Bon, ID follower, c'est plus clair, hein, parce qu'à chaque fois, on se demander dans quel sens ça va, quoi. On peut rajouter d'autres choses, par exemple, la date à laquelle cette amitié, enfin ce follow a été créé, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Donc quelques petites idées a priori comme ça. Et donc du coup, donc voilà les infos que vous voulez créer. Alors, évidemment, vous pouvez les enrichir au fur et à mesure. Et donc donner une définition des différentes tables à créer. Donc ce qu'on va faire maintenant, hein, on va juste implémenter ce que je viens de dire. Donc c'est là qu'on va faire les requêtes. Alors ouais. Donc pour créer a priori des tables, ça va être create table, hein. Et évidemment, pour ne pas écraser votre table d'une session sur l'autre, bon, quand c'est en mémoire, ça change rien, mais quand vous stockez ça dans un vrai fichier, ça va changer quelque chose. Donc là, vous rajouterez create table if not exists, hein, pour éviter effectivement que ça écrase à chaque fois. Donc là, on va créer par exemple users et on va mettre ces différents champs ici. Donc je vais les taper directement dans le terminal. Comme ça sera déjà fait, quoi. Donc hop, retour au terminal. Où es-tu, terminal? Ok. Bon, alors, donc je vais refaire une requête 1. Donc ça va devenir la requête 2 du coup. Enfin, on verra au fur et à mesure, quoi. Je vais l'appeler rec tout court pour l'instant. Ok, donc la requête 1, c'est de la création des tables. Bon, je vais numéroter comme ça, mais évidemment, vous leur donner des vrais noms. Bon. Bon, il y a plein d'espaces inutiles dans ma requête à cause de l'antiquote, mais au moins ce sera plus proche, quoi. Donc on a dit de faire un create table if not exist. Donc on commence par la table users. Donc vous ouvrez une parenthèse et puis là vous mettez les différents champs. Alors de quoi on a besoin pour une table users? Je vous écoute, même si personne n'osera venir jusqu'au pupitre. Donc il faudra a priori un login qu'on va mettre de type varchar. A priori vous pouvez décider de la taille de ce truc là, quoi. Bon, on va lui mettre de 256, ça tombe juste, quoi. A priori il est not nul. Et on va décider que c'est là après un primary key. D'accord? Donc primary key, ça fait que l'élément est unique, hein. Il ne peut pas y avoir deux personnes qui auront le même login. Et en même temps, primary key, ça fait qu'il y a un index aussi qui est créé. Ça fait qu'on retrouve, dès que vous allez écrire des requêtes avec where login égale quelque chose, il va les retrouver super vite. Ce qui ne sera pas forcément le cas des autres champs, hein, s'ils ne sont pas indexés. Alors le login c'est fait. Ensuite, password. Bon, pour l'instant, on va l'écrire en clair. Donc, je vais le mettre en varchar 256 aussi. Et je vais le mettre note nulle aussi. Bon, alors évidemment, vous pourrez, si vous stockez votre truc différemment, je ne pourrais pas mettre de commentaires, mais il faudra utiliser un blob, hein, si vous voulez encrypter en AES, des choses comme ça, quoi. Il faudra stocker ça dans un blob qui est juste un petit format un petit format binaire en fait, qui permet de stocker des trucs, quoi. Donc bon, pour l'instant, on va pas s'embêter, on va mettre ça en clair, hein. Le but c'est pas de faire uniquement un truc d'authentification. Euh, et ensuite, nom et prénom. Donc, nom, la last name. Donc, je vais aussi faire un varchar de 56. Toujours note nulle. Voilà. Et first name. D'accord. Aussi un varchar de 256. Voilà. Hop, note nulle aussi. Hop, je ferme la parenthèse, point virgule. Tac. Et je ferme la collade. Pardon, je ferme le quote. Voilà. Donc ça, c'est ma petite requête pour créer la base de données. Donc après, j'ai tout. Ah, ça, donc il pourra avoir des homonymes, hein. Et en fait, il y a implicitement là-dedans, il y a un ID aussi qui est créé automatiquement par SQLite, hein.
Donc à chaque fois que vous avez inséré quelque chose, il y a un row ID, un numéro de ligne en fait, qui va identifier de manière unique aussi l'utilisateur qui vient d'être créé. Donc on se servira aussi de ça. Alors comment ensuite exécuter cette requête? Donc on part du descripteur DB comme d'habitude. Donc il y a une méthode qui s'appelle exec. Ça c'est pour exécuter une requête a priori qui fait une requête d'interrogation qui ne renvoie rien. Donc une requête de création a priori, soit ça a été bien créé, soit ça n'a pas été créé, mais ça ne renvoie pas une liste de lignes correspondantes. Donc là, contrairement à DBO là qui va récupérer plein de lignes, là on utilise db.exec pour faire ça. Et alors db.exec, il faut lui mettre juste une requête et a priori une lambda qui ne prend qu'un seul paramètre qui est l'erreur, hein, s'il y a une erreur ou pas d'erreur. Donc le corps de cette fonction, c'est s'il y a une erreur, la seule chose que je vais faire, c'est a priori je vais recracher l'erreur. Hop, tout simplement. Je ferme la collette, je ferme la parenthèse, point virgule. Voilà, donc là, normalement, ça devrait créer la table users. Et donc, du coup, il devrait arrêter de gueuler sur cette requête-là. Évidemment, comme on n'a pas mis de données dedans, il va trouver zéro réponse, mais il arrêtera de mettre une erreur normalement. Donc, on va tester ça. Je vais le lancer. Alors, évidemment, il y a toujours une erreur, hein. Alors, select machin from user where name Toto supérieur à Toto. Alors, il n'y a rien qui s'appelle name, effectivement. No such colon name. Tout à fait. Il a tout à fait raison. Donc, je mets where last name. Je reteste. Voilà, donc là, il n'a rien dit, c'est qu'il est content. Voilà pour ce petit exemple de création. Alors, on peut créer une autre, celle pour l'authentification, par exemple. Const, donc requête 2. Hop, anti-quote, c'est parti. Non, c'est des followers. Create table if not exist, pour qu'il écrase pas, a priori, votre truc. Donc ça, c'est la table followers. Donc, comment je les avais appelés? Je regarde sur mon truc. ID follower. Donc, je pourrais l'appeler ID follow oui, mais ça sera trop proche de follower. Donc, j'ai juste l'appelé ID a priori. Alors, soit on peut utiliser les ID en fait, qui sont les integers, soit vous utilisez directement les logins en fait. Mais les logins, a priori, si c'est primary key le login, on peut utiliser le login comme ça on l'a déjà, quoi. Comme c'est une primary key, de toute façon, de manière interne, il va utiliser les ID aussi, quoi. Donc login je recopie ce qui est au-dessus, hein, qui est un varchar de 256. Donc login, ouais. Donc ça c'est le login de la personne qui est suivie. Et je vais rajouter un login follower qui va être aussi un varchar de 256. Et puis a priori, ce que j'avais dit, on va mettre une petite date, un petit temps.date, un timestamp de type timestamp. Donc on a le droit de donner les mêmes noms à ce truc. Donc ça c'est la date à laquelle on mettrait que la personne a suivi l'autre. Et là, le type de clé primaire qu'on pourrait déclarer là-dessus, c'est effectivement l'association des deux qui est une clé primaire. Donc là, je mettrais a priori les deux, quoi. Donc avec login et login follower. Hop, voilà, on est pas mal. Je ferme cette parenthèse, point virgule. Hop, je ferme mon anti-quote. Donc voilà un exemple de création pour la table des followers. D'accord. Donc la clé primaire, c'est l'association des deux. Donc ça va faire que c'est unique, hein. On peut pas follow deux fois la même personne. Donc ça garantira unicité. Et en même temps, on pourra requêter rapidement pour savoir si une personne en suit une autre. Donc si on a le login de deux personnes et on lui demande est-ce que la personne suit l'autre, on aura la réponse
en temps constant, quoi, puisqu'il y aura un index créé dessus. Voilà, donc voilà deux exemples ici. Donc le seul truc, voilà, vous pouvez varier évidemment pour l'adapter à votre ce que vous voulez en faire, comme le password par exemple, hein, si vous avez des méthodes d'authentification qui ne stockent pas les mots de passe en clair, ce qui est évidemment très bien, hein, ça j'en conviens, c'est pas bien de stocker les trucs en clair, mais a priori l'UE elle est plus générale que juste faire un truc d'authentification. Voilà, donc revenons à ceci. Donc on a créé les tables. Ah, j'ai pas testé, j'ai pas lancé la création hein, pour vérifier s'il n'y avait pas d'erreur, ce qui est pas mal en fait. Donc je vais copier ces lignes-là. Hop, on va mettre ça là. Donc j'exec requête 2 et c'est le même principe. Donc évidemment, moi je fais du copier-coller là, vous mettrez ça dans des fonctions, ce qui évitera de recopier toujours le même code, quoi. On teste, un petit node, voilà, il est content, donc je suis content aussi. Hop, tac, j'avance. Alors, comment c'est insérer des valeurs? Donc là, c'est vraiment la révision de SQL, hein. Donc pour insérer des trucs dans la base de données, donc c'est la question 8, c'est insert, donc c'est du SQL, hein. Insert into, bon, par exemple, là, dans users. Alors, vous écrivez ensuite values et vous mettez les valeurs que vous voulez insérer. Donc, login, je vais reprendre l'exemple de Nerva. Pikachu, password 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est. Qu'est-ce que j'avais mis dans quel ordre? Last name, Chou. First name, Pika. Hop. Donc, values machin, insert into values, voilà, point virgule, terminé. Alors, ça, c'est vraiment si vous renseignez toutes les values qui sont là. S'il y a certaines valeurs que vous les laissez à nul, ou certains trucs qui sont juste, par exemple, un integer qui est une sorte d'ID que vous avez mis en SQL auto-increment, ça, vous pouvez pas lui donner de valeur parce qu'il est auto-increment, donc c'est un truc qui est créé automatiquement, quoi. Donc ça pourrait. Nous, on va servir du raw ID comme espèce de compteur, mais si vous voulez un compteur explicite, à ce moment-là, il faudra rajouter dans votre table users un integer ID auto-increment, et donc du coup là vous pouvez pas lui donner la valeur. Donc il y a quand même une bonne pratique aussi, c'est qu'en fait ici vous ouvrez des parenthèses et vous mettez la liste de champs que vous voulez renseigner. Ce qui fait que quand plus tard, si vous décidez de rajouter un champ supplémentaire qui peut être nul, vous n'avez pas besoin de changer votre requête, quoi. Ou si vous changez l'ordre, bah, vous n'aurez pas de problème ici. Tandis que là, si j'inverse, par exemple, j'essaie plus tard dans mon create table d'inverser ici le nom et le prénom, je vais avoir des problèmes si j'ai pas renseigné ça. Donc là, ce que j'écris en violet ici, vous pouvez rajouter en plus à quoi correspond chaque élément, quoi. Donc ça c'est login, ça c'est password, ça c'est le last name, et ensuite le first name. Je crois que je l'avais écrit dans cet ordre-là. Ouais, last name et first name. Comme ça, du coup, on voit tout de suite l'association entre les trucs. Sinon, vous devez connaître l'ordre dans lequel il a été créé dans la base de données. Donc, je vais le taper directement aussi dans le terminal quand ce sera déjà fait. Et ça nous permettra d'avoir un premier élément dans notre table et vérifier qu'effectivement la requête qu'on a faite tout à l'heure, où il récupère les noms, il arrive bien à les trouver, quoi. Donc, retour au terminal. Donc, je vais faire une requête numéro 3. Requête 3. Hop, donc pareil, on a un code penché là. Donc, insert into users. Bon, là, pour aller plus vite, j'ai pas marqué la liste des trucs. Values. Donc, ce que j'avais dit, donc, je crée mon utilisateur Pikachu. Mot de passe super sécurisé 1, 2, 3, 4. Nom de famille Chou. Prénom Pika. Hop, point virgule, parce que j'aime bien les points virgules. Bon, j'aurais pu la mettre sur une seule ligne, celle-là.
Hop, voilà. Et il va falloir l'exécuter. Donc pareil, c'est une insertion, donc il n'y a pas de résultat a priori. Donc on pourrait faire un db exec aussi comme ça. Hop, y, fast. Paf. Tac. Sauf que là, c'est la requête 3. Je teste. Voilà, il est content. Alors après, je lui demande avec un last name qui est supérieur à Toto, ce qui fait que, évidemment, comme le last name c'est chou, il n'y était pas. Je change le sens de l'inégalité pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, il trouve bien, il affiche chou là, chou, parce que c'est ce que je lui demande en fait, hein. D'accord, je lui demande d'afficher le last name. Je pourrais lui demander d'afficher le login. Voilà. Je lui demande d'afficher le login. Voilà, maintenant il a créé Pikachu. Et si je lui mets row en entier, peut-être qu'il va afficher toute la ligne. Voilà, donc il met directement un JSON avec l'ensemble des éléments qui sont dedans, quoi. Tout propre comme ça, quoi. Donc on peut faire comme ça. Alors je vais vous montrer une deuxième manière de faire aussi. Donc là, c'est pas, si vous mettez ça dans une fonction, c'est un peu pénible. Je pars de l'insertion ici. Parce qu'ici, il faut écrire votre requête en dur, quoi. Donc, vous pouvez vous amuser à faire aussi de la manipulation de chaînes de caractères pour essayer d'insérer effectivement si vous avez une fonction qui vous passe en paramètre pour la création, une fonction create user, où vous avez voulu passer le login, le mot de passe et le nom prénom. Vous pouvez vous faire des manipulations de chaînes de caractères avec des concaténations avec plus là pour essayer de créer ça, mais bon, c'est pas super secure et puis voilà, c'est susceptible de pas mal d'erreurs et aussi évidemment de problèmes éventuellement, non seulement d'injection SQL, quoi, c'est-à-dire que imaginez que ici, là, bon, là, mais peut-être qu'on vous a déjà parlé en cours, mais donc je vais y aller rapidement. Il y a une pratique pas mal pour hacker des systèmes de base de données, enfin des sites internet qui utilisent des bases de données derrière. C'était quand même assez le cas en PHP avant, quoi. Dans lesquels, en fait, à un endroit où on doit mettre un login, par exemple, je ferme la parenthèse et puis je mets point virgule et puis je mets une autre requête SQL ou un truc comme ça, quoi. D'accord? Donc j'injecte d'autres requêtes SQL dans une requête SQL parce que ça n'a pas été bien fait, ça n'a pas été bien conçu et parce que ici on n'a pas prévu le fait que à la place d'un login bien propre, quelqu'un peut s'amuser et essayer d'injecter du code SQL. D'accord? Donc c'est comme ça que les sites sont piratés via SQL. Donc pour faire un truc qui est un peu plus sécure et puis aussi un peu plus propre et plus facile pour insérer des trucs, on peut avoir aussi des requêtes dans lesquelles je précise pas ici les éléments que je veux mettre, donc je vais mettre des points d'interrogation à la place. Et en fait, ces points d'interrogation seront remplacés par les bonnes valeurs, mais plus tard. En fait. D'accord? Donc c'est une requête partielle ici, là, une requête un format de requête en fait, juste un format de requête. Pardon. Et quand on a un format de requête ici, donc c'est plus du exec qu'on fait, ça va être du run. On va exécuter donc ma requête 3. Et là, vous allez lui préciser dans une liste l'ensemble des éléments que vous voulez voir remplacés dans les points d'interrogation. Donc je vais les remettre ici. Pikachu, 1, 2, 3, 4. Chou, Pika. Voilà. Donc du coup là c'est secure parce qu'en fait là on peut pas faire d'injection SQL par ce mode-là, hein, puisque il va tout coter correctement, quoi. Donc si vous essayez d'injecter du code SQL, bon, ça sera le nom de votre login, il sera comme ça, quoi. D'accord? Ça ne va pas exécuter du code indésirable. Donc je fais ces trois trucs-là, et ensuite ça prend évidemment une lambda. Et ici, évidemment, c'est une requête qui ne produit pas de résultat, donc il est susceptible seulement de faire une erreur. Donc s'il y a une erreur, je vais cracher l'erreur. Comme la dernière fois. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc, du coup, je vais tester cette manière de faire. J'ai sauvegardé, je lance, et il retrouve bien mon Pikachu qui est là. D'accord? Donc ça, deuxième manière de faire avec DBRun.
C'est... Attends, comment ça peut marcher ce truc? Ça marche. Ouais, peut-être qu'il le fait automatiquement, quoi. C'est peut-être moins optimisé. Ok, donc il y a une syntaxe comme ça, il y a une deuxième syntaxe en fait. Donc vous pouvez faire votre requête 3 ici, et cette requête 3, vous pouvez directement lui demander en fait db prepare. Donc vous savez qu'à mon avis, il doit précompiler la requête. Hop, donc du coup là je ferme la collate quoi. Et ça marche encore? Non, ça marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Gna gna gna. On va regarder. Ah non, ouais. Ok, chez le return 239, il a rien écrit quand même. Ok. Tant tu m'écrivais quelque chose tout à l'heure, c'est quand même mieux. Pourquoi tu veux pas mon prepare? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? C'est peut-être parce qu'il y a comment Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord, je fais n'importe quoi. Ok. Donc le run, donc c'est un objet du requête, je crois, quoi. D'accord, donc deuxième manière de faire du run, là, c'est à ce moment-là, vous préparez votre requête et vous appliquez une méthode run dessus, quoi. D'accord, prepare envoie un objet et là, vous pouvez faire un run dessus, quoi. D'accord. Et voilà, donc là, ça marche. D'accord, donc deuxième manière comme ça. La première manière, c'était juste, je préparais rien, j'écrivais directement le code, mais du coup, c'était dbrun et en premier argument, je mettais la requête 3. Effectivement, c'est comme ça que ça marchait. Donc deux manières de faire. Mais celle-là peut-être un peu plus optimale, puisque a priori, on peut peut-être préparer un peu en avance ces requêtes et éventuellement réutiliser ça, même si je n'étais pas sûr, parce que quand j'avais fait des tests, il me semblait qu'ils ne voulaient pas les réutiliser. Enfin bref, il n'y a pas de questions particulières. Si vous n'avez pas de questions, indiquez-le moi aussi sur le chat. Vous venez de prendre la parole. Ça va jusque-là? Allez-y, faites-moi signe que vous êtes encore présent. Ou sinon, je suis très intéressé à savoir ce que vous faites. Non, il n'y a personne qui m'entend en réalité. Personne qui peut écrire dans le chat. Ah, voilà. Tout va bien pour le moment. Merci Ethan. On est présent. Merci Perrine. Vous êtes au moins deux présents, hein, c'est pas mal. Vous essayez de le faire en même temps. Ok, c'est très bien. De toute façon, éventuellement, je vous le filerai ce fichier-là, puisqu'il sera déjà écrit de toute façon, quoi. D'accord. Puis, ne pas faire des screens pour ne pas me rater des trucs quand je vais changer, comme par exemple là, maintenant, pour arriver à la question suivante. Quelle heure est-elle? Ça fait 1 heure que je parle. Ok, MySQL et Node.js. Donc, écrire les commandes qui permettent de se connecter à la base de données. On fera pour l'instant une BD en mémoire. Donc, ça, on l'a déjà vu. D'accord, donc je peux vous le remontrer le code a priori. On retourne sur le terminal. Hop. Donc, c'est ce qu'il y a là-haut. Voilà. Tac. Ces deux lignes-là. Donc, pour se connecter à la base de données, déjà, on importe le module SQLite 3 que j'avais installé préalablement. Le point verbal, c'est pas obligatoire, c'est juste pour qu'il raconte sa vie s'il y a besoin. Et ensuite, je crée le descripteur de base de données en ouvrant, entre guillemets, la base de données. Donc, en créant un objet database, donc new SQLite 3 database. Et là, a priori, quand j'écris 2 points memory 2 points, ça veut dire que je crée la base de données en mémoire, ce qui fait que dès que ce script est terminé, la base de données disparaît. Et bon, pour votre serveur, on va faire ça dans un premier temps pour voir en fait, donc pour partir d'un truc propre. Éventuellement, là, il suffit de mettre un chemin vers un fichier pour qu'il stocke ça dans un fichier, quoi. Mais là, c'est pas tellement important parce que là, bon, là, on utilise SQLite 3 parce que c'est pratique. Vous pourriez utiliser un MySQL ou autre chose là, comme système de gestion de base de données, hein.
c'est pas ça qui est important. Tout le reste serait pareil, mais l'ouverture sera un peu différente puisque ce ne serait pas SQLite. Voilà, donc question 9, c'était déjà fait. Hop, je reviens là. On avance. Donc, observez l'architecture du code qui vous est donné la présente séance. Où doit-on insérer ces commandes-là? Bon, après, il doit y avoir des commentaires laissés là où on doit insérer les commandes. Donc, on va aller regarder un peu notre code de la dernière fois et voir où on pourrait bien insérer ces trucs-là. Donc, on va regarder. Alors, j'ai une question. Non. Dans Users, ouais. Alors, dans Users, on va pouvoir faire les créates, effectivement, là, toute la création des bases de données, comme on l'a dit déjà. Mais l'ouverture de la base de données, vous le mettriez où? Donc, je vais regarder en même temps que vous. Donc, je vais quitter ce petit truc-là pour faire du ls tranquillou. Donc, ça, c'est a priori votre. Dans app, ouais, dans app.js, Candice, exactement. Donc, si je regarde dans source, a priori, j'ai tout ça dedans. API, app.js. Bon. Alors, si je regarde dans app.js, effectivement, connexion à la BD, c'est déjà écrit en plus, quoi. Voilà, c'est déjà fait. Donc, effectivement, c'est bien là qu'il faut les mettre. Donc, vous retrouvez les deux lignes que j'ai déjà écrites là-bas. Donc, pour créer, donc ouvrir la base de données, c'est là. Et du coup, au lancement du serveur, ce truc va être ouvert une bonne fois pour toutes, quoi. D'accord? Donc, la BD va rester a priori ouverte et accessible pendant tout le temps où vous allez faire vos requêtes, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie, effectivement, ces deux lignes-là, elles vont se retrouver là. Elles y sont déjà d'ailleurs, en comparaison avec notre petit script de test là qu'on vient de faire juste avant. Et ensuite, on me dit dans la tab users, alors, donc c'est dans src entities et dans users.js, là vous voyez qu'effectivement le constructeur il prend une base de données, donc qui va être celle-là, et on va faire la création ici. Il y a déjà toutes les bases de données là. Me serais-je planté de code? C'est bizarre ça. Ok, bon, bah du coup on a déjà tout là. Vous avez tout regardé, vous avez déjà fait un super copier d'écran vite fait. Ok, non, en fait je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Vous voyez pas. Mais c'est normal que vous voyez pas parce que je fais n'importe quoi. On recommence. On recommence. Ça sera coupé au montage. En fait, non, vous n'avez pas le temps. On recommence. Donc là, vous voyez ou pas? Pourquoi on voit pas la ligne du bas? Il manque toujours une ligne en bas en fait. Voilà, c'est mieux comme ça. Un bug supplémentaire qui a été résolu, quoi. En fait, merci Titouane. Donc, on recommence. Donc, dans SRC, vous avez un truc qui s'appelle app.js. Voilà. Et dedans, c'est là qu'on doit ouvrir. Et évidemment, ça n'y est pas. Moi, j'ai regardé mon fichier de test. Répertoire de là-bas. Ok, donc ça, c'est les trucs, effectivement, pour ouvrir un peu tous les machins. Et donc, on va trouver un endroit pour... ouais, bon, là, ça me paraît très bien, là. Effectivement, pour effectivement créer la base de données comme on l'avait a priori dit. Donc, connexion à la base de données. On va mettre ça là. Alors, évidemment, si je te mets un SPNet, ça va pas aller. Connexion avec un X en français. Hein. À la BD. Hop. Donc, c'est là qu'on va mettre le const SQLite 3 égale require. Donc, la même ligne qui est déjà écrite dans mon petit fichier de test. Donc là, je pense que tout le monde voit, puisque plus personne ne se plaint. Donc, toujours le verbose, juste pour diagnostiquer s'il y a vraiment des problèmes, quoi. Et on va créer database DB là, donc un nouvel objet de type SQLite3.database. Et comme j'ai dit, on allait le créer en mémoire, donc deux points, memory deux points, hop, voilà, pour le créer en mémoire. Donc c'est à cet endroit-là, effectivement, comme ça m'avait été suggéré, qu'il faut ajouter la connexion à base de données.
Et une fois que ça c'est fait, si vous allez dans Entities Users, comme on m'a dit aussi, voilà. Là, vous avez le constructeur qui prend la base de données. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on va faire le create table. Alors, comment il s'appelait? TestBD. Si je veux faire des copier-coller, ce sera plus simple. Ah non, tu veux pas. Ah ouais, c'est comme ça. Test bd.js, ça s'appelait comme ça. Ah, parce qu'il y a un training caractère. Non, c'est new. Test bd.js. Voilà. Donc, je vais aller récupérer la création de la table user, là, qui est là, hop, avec un petit db exact, y. Bon, pour l'instant, je le fais comme ça. On va voir si on le remet de manière asynchrone juste avant, quoi. Mais pourquoi il y aurait? Est-ce que c'est nécessaire ou pas nécessaire? Bonne question. Bon, on a que en 100. Alors, buffer 1. Oups. Donc, suis plus tard avec la base de données, on fait ça tout de suite. Plaf. Donc, je vais un peu décaler tout ça de 2. Tac. Celui-là aussi. Hop. Donc, la suite plus tard, on y est déjà. C'est super pratique. Donc, on a db exec, voilà, on va faire ça, quoi. Et a priori, voilà. Donc, il plantera s'il n'arrive pas à créer la base de données. Donc là, hop. Ah non, il faut que je décale encore plus que ça. Très important d'inventer son code correctement. Plaf. Voilà, donc la create table if not exist du user, je la mettrai ici, effectivement. Donc la première fois, il la créera, et puis si elle n'existe pas. Et les fois suivantes, il ne fera rien, quoi. D'accord? Mais il exécutera à chaque lancement de serveur, et donc d'installation de la classe user, s'il le fera. D'accord? Donc là, c'est complètement indispensable de créer cette table-là. Ça sert à rien de faire ça de manière asynchrone. Donc, a priori, là, tout est synchrone. Hein. D'accord? Donc, le truc est bloquant tant que cette table n'a pas été créée, ce qui est quand même la moindre des choses. Quoi. D'accord? Donc là, pas de question d'asynchrone là pour ce petit bout de code. Quoi. Voilà, pour le truc du constructeur. J'espère que c'est bon pour vous. Hop. Donc, je sais pas s'il n'y a pas de... Voilà, ok, merci Perrine, c'est bon. Donc il n'y aura rien de. Donc ça, j'ai déjà expliqué ce qu'on mettait dedans. Et a priori, comme identifiant unique, hein, il y a un ID aussi qui est créé à chaque fois, qui s'appelle RawID, dont on va se servir. S'il n'y avait pas ça, on aurait mis effectivement un ID supplémentaire en auto-incrémente, en integer auto-incrémente, mais du coup, ça aurait été lui la première équipe. Puisque là, on va utiliser. Et donc le login, on aurait dû le mettre note nulle, pardon, unique, parce qu'on ne veut pas non plus que les gens aient des logins identiques. Quoi. Voilà. Donc très bien. Bon, évidemment, pour l'instant, ça ne marche toujours pas. Ça manque encore pas mal de trucs. Donc on va repasser sur le sujet. Il nous reste une demi-heure. Je sais pas combien il reste de questions là. Écrire les commandes qui permettent de... En plus, je suis allé beaucoup de... Ouais, je pense qu'en plus, j'ai pris de l'avance. Quoi. Parce que je réponds aux questions suivantes avant. Ok. Alors, observez les code qui vous a été donné, où sont ces recommandes. Donc, la création de la base de données, effectivement, c'est dans app.js à rajouter. Donc, on souhaite créer une table user associée avec la user dans entity users.js, c'est ce qu'on vient de faire là. Pour rappel, ce fichier contient toutes les fonctions permettant de faire les interactions de base de données. Donc, il y a les informations de login, vérification de login. Ouais, c'est la classe, elle a tout ça, création d'utilisateur, tout ça. Quelle commande à insérer dans le constructeur de la classe pour créer la table user dans la base de données? Donc, ça, on vient de le voir à l'instant. Donc, c'est parfait. On va pouvoir passer à la question suivante. D'accord? Je prends un peu d'avance. Alors, service de création d'un utilisateur. Alors, on rappelle l'organisation du service de création d'utilisateur. Donc, fonction, c'est router.post. Alors, je pense qu'il peut-être qu'il y a encore. On va regarder juste après. Router.post avec /user. Donc, une méthode post sur /user pour créer. Et donc, ça prend donc rec donc effectivement, rec, c'est pour récupérer les infos qui sont fournies par la méthode post, hein, donc qui sont fournies sous la forme d'un JSON.
Et res, c'est effectivement la réponse qu'on va fournir à cette requête. Alors, donc là, on vous donne le patron. A priori, il doit déjà être dans le code qu'on vous a filé la dernière fois. Donc ici, login, password, last name, first name à récupérer. Donc ça sera récupéré dans rec. Donc vérification des paramètres. Donc on va faire des vérifications rudimentaires. Évidemment, si vous voulez faire des vérifications plus élaborées, après livrez-vous de les rajouter ensuite. Hein. Là, on va juste vérifier qu'ils ne sont pas nuls. Quoi. Donc vérifier qu'effectivement ils ont bien été fournis, ces paramètres-là, qui ne sont pas nuls. Vérifier si un utilisateur avec le même login existe déjà. Donc, a priori, il faudra faire une petite vérifier dans une petite méthode user exist. Hein. Ajouter l'utilisateur à la base de données et renvoyer OK. Donc, écrire la fonction qui va vérifier si l'utilisateur existe déjà. Bon, c'est déjà. Voilà, vous aurez corrigé par vous-même. Existe déjà, donc c'est effectivement c'est user exist, un truc comme ça, qui devrait déjà exister plus ou moins. Donc, ajouter l'utilisateur à la base de données. Alors, avec la fonction pour vérifier, c'est ça, parce que je vais encore faire 10 questions en avance, quoi. Donc là, on veut juste la fonction qui permet de vérifier si l'utilisateur existe déjà dans la base de données. Donc ça, on va faire ça dans la classe users, évidemment. Alors, hop, retour au terminal. Ah bah ça tombe bien, on est déjà dedans. Donc create, voilà. Get, voilà, existe. Alors là, a priori, on l'a mise asynchrone. On verra. En fait, les fonctions déclarées async, c'est seulement s'il y a des await à l'intérieur. Hein. S'il n'y a pas de wait à l'intérieur, vous pouvez mettre async, mais ça ne change rien en fait. Hein. Donc le seul intérêt de mettre async une fonction, c'est quand il y a des await à l'intérieur. Et await, je vous rappelle ce que ça fait, ça rend le contrôle à la fonction qui est appelante. D'accord. Donc dès que vous avez un await, il rend le contrôle à la fonction qui est appelante. Et quand le résultat qu'il est en train de waiter est prêt, à ce moment-là, ça revient dessus. Quoi. Pourquoi on fait ça de la synchrone? C'est pour vous embêter d'une part. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pour que, en fait, vous avez toujours qu'un seul serveur qui tourne toujours. Et le problème, c'est s'il est bloquant parce qu'il s'occupe d'une requête d'un utilisateur, hein, bah, il ne peut plus servir un autre utilisateur. Donc, pour qu'il puisse servir tout le monde, il faut ce mécanisme d'asynchrone. Et donc, bon, vous la rabâchez, j'imagine, en cours. Donc là, elle est async, on va voir si on met du await dedans. Quoi. Donc, a priori, les fonctions async, il faut renvoyer forcément une promise. Hein. Et puis, si vous ne renvoyez pas une promise, il va l'emballer dans une promise de toute façon. Le seul fait d'avoir mis async devant. Bon, voilà. J'espère que c'est plus clair. Si vous avez vraiment des questions sur async, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. On va faire une petite. Voilà. Donc, ça renvoie une promise avec un resolve ou un reject. Hein. Évidemment, reject, c'est si jamais ça n'a pas marché. Ça veut dire un mec qui faisait exception qui va exprimer. Sinon, resolve, ça veut dire qu'effectivement, ça renvoie un résultat. Hein. D'accord. Donc, ça tient en compte le fait que ça renvoie éventuellement par résultat. Donc, je vais créer ici ma requête. Donc, rec. Et a priori, je vais faire un db prepare. Donc, this.db, hein, ce truc-là, je vous rappelle, il vient de tout là-haut, là. Hein, il a été initialisé ici par le paramètre qui a été passé en argument, qui est en fait l'ouverture de la base de données en mémoire de tout à l'heure. Alors, je reviens ici. Donc, this.db, peut-être que db tout seul fonctionne. Pourquoi tu es en bas, toi? Vraiment. Ok. Et comme tout à l'heure, on va faire un prepare pour préparer une petite requête. Ouais, j'aime bien les antiquotes. Est-ce que je l'écris? Ok, tac, c'est parti. Donc on va dire un. Donc vérifier si l'utilisateur existe. Alors select. On veut. Oui, juste parce qu'il faut que je récupère un truc, donc récupérer juste le login. Hein. C'est avec login from users, where, login égale, et là je mets le point d'interrogation. Interrogation. Je crois même que c'est même pas obligé de mettre les quotes, mais c'est pas grave. Voilà, point virgule, ça me paraît pas mal. Hop, je ferme mon anti-quote.
Voilà, donc ça c'est ma requête de base avec le point d'interrogation qui sera remplacé par ce qu'il faut. Bon, je vais peut-être les virer parce que je suis pas sûr. À mon avis, je sais pas s'il la rajoute lui-même ou pas, mais ça suffit a priori. Voilà, select login from user, soit login égale point d'interrogation avec le point d'interrogation qui va être remplacé. Donc, on a vu tout à l'heure que pour faire ça, cette requête qui a été préparée, je peux lui faire un run dessus. Je lui précise entre crochets les paramètres. Et c'est quoi les paramètres que je vais mettre? Ben justement, le paramètre de cette méthode existe, hein, qui s'appelle login aussi, hein, mais si ça s'appelait Toto, ça serait Toto. Donc là, le login que j'écris ici, c'est bien le paramètre qui se trouve ici. D'accord? Donc je veux qu'il remplace ici le point d'interrogation par le login que je vais passer en paramètre de la méthode. C'est pas mal ça. Hop. Et ensuite, j'écris la lambda qui va gérer le truc. Donc, soit ça produit une erreur, soit ça produit une ligne. Ouais, je sais pas pourquoi je le mets là-dedans, mais a priori l'idée c'était qu'on fasse ça là-dedans. Donc petite flèche, hop, j'ouvre une accolade et j'écris mon code, je fermerai l'accolade, je fermerai l'accolade, voilà. Je fermerai ensuite la parenthèse et le point virgule. D'accord? Donc là maintenant j'écris mon code de la fonction qui est appelée. Donc cette fois-ci sur une ligne. Hein, donc rec.run, contrairement à rec.all de tout à l'heure, c'est ça permet juste d'exécuter une requête qui envoie qu'un seul résultat. Alors, écrit deux fois from, est-ce que c'est normal? Bien sûr que non, c'est pas normal. Merci de ta remarque. Donc, je vais virer celui-là qui est écrit en petit. Voilà. Voilà, on est vachement mieux comme ça. Donc, merci Ethan. Alors, le code qu'on va faire, c'est quand même, donc, s'il y a une erreur, bah, on va cracher une exception, comme d'habitude. Throw ou la vomir. Ah non, on va pas lancer une exception, on va faire un reject parce que là on est en mode promise, quoi. Donc on fera un reject et a priori on fera une exception plus tard, quoi. Là vous pouvez mettre un console.log si vous voulez un truc dans vos logs qui dit l'erreur que ça permet de trouver plus rapidement les erreurs, quoi. Donc là ce serait erreur SQL, deux points, je sais pas quoi, hop. Et là vous écrivez l'erreur. Donc là vous allez écrire un message un peu compréhensible sur l'erreur qui a été produite. Pourquoi tu m'écris ça en violet? Parce que j'ai mal fermé le quote. Enfin, là on est propre. Donc reject effectivement pour qu'il renvoie une première, enfin que la promesse dise que effectivement il n'y aura jamais rien. Je ferme la collette du if, voilà. Else. Et là, donc si là on a vraiment un résultat, resolve. Et là, on dit ce qu'on va renvoyer dans la promesse, oui, dans la promesse. Après, ça va être une promesse qui est de type booléen, parce qu'on veut savoir si ça existe ou ça n'existe pas. Donc ici, on va écrire un booléen. Row différent de undefined. D'accord? Donc s'il ne trouve rien, la ligne, elle vaut undefined. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé de ligne, en fait. Voilà. Pardon. Donc là, je pense qu'on est bon. Alors pour le tester, évidemment, là, mon serveur n'est toujours pas tout à fait complet. Result de true, donc voilà, on avait déjà le if error, else, le reject, result. Là, on a exactement, il était là en fait, il était déjà écrit. Sauf que là, c'était la méthode, comme on n'avait pas encore la base de données, qui renvoyait toujours true. Et comme là, il y avait marqué false, c'est toujours ce qu'il faisait. Donc, il disait toujours jusqu'à maintenant que l'utilisateur existait. C'était pour les fins de test, à des fins de test. Mais maintenant, ça n'est plus nécessaire. Donc là, hop, DB prepare, on est bien. Non, parce que pourquoi DB prepare, j'ai oublié de fermer la parenthèse ici. Ce que je vais faire immédiatement. Hop, du coup, ça ferme la promesse et ça ferme la fonction. Voilà. Donc là, on est bon au niveau syntaxique, enfin de la syntaxe. On va éditer mon fichier. Je suis déjà dans SRC là, je crois. Non, pas forcément. Test BD. Ah, mais j'ai déjà. Donc on va regarder dans test BD pour rajouter cette partie-là en fait. Donc j'ai copié-collé juste cette partie-là, juste pour vérifier que effectivement ça fonctionne. Voilà, donc j'ai copié ces lignes-là. Donc est-ce qu'on avait un DB exec bidule chouette, create table des followers, ok, DB prepare. Donc, on avait déjà le select étoile, hein. On peut le vérifier aussi.
Effectivement, éventuellement ici aussi. Je vais la mettre plus haut, juste pour tester. Comme ça je vous le filerai. Comme ça, c'est pas mal. Hop, tac. Donc là, c'est la requête 4. Voilà, qu'il prépare, qu'il run. Donc évidemment, là, il n'y a pas de login, donc je vais demander si, a priori, Pikachu existe. Alors, ouais, là, c'est écrit de manière asynchrone, donc ce qui est donc ça va pas être des rejects et du resolve, parce que là, je suis plus en... Voilà. Donc là, je vais juste mettre un throw. Je modifie un petit peu, hein. Je crache l'erreur aussi. Et au lieu de faire un resolve, là, je vais faire un console.log. Donc, je vais afficher ce truc-là. Donc là, il devrait me dire true parce que normalement, Pikachu devrait le trouver, hein. Évidemment, comme les choses sont toujours bien faites, hein, ça marche jamais du premier coup, mais on va voir. Note test BD. Ok, il n'est pas content. Alors, ZisDB prépare parce qu'il n'y a pas de Zis. Voilà, hop, je teste. False. Donc, il n'existe pas. Pourtant, il est écrit là. C'est pareil. Je ne comprends pas la ligne row différent de. En fait, la row, c'est un paramètre, hein, voilà, de la lambda ici. En fait, la fonction run, elle va appeler cette fonction-là en lui mettant en deuxième paramètre la ligne qu'il a trouvée. Si jamais la requête ne renvoie aucune ligne, à ce moment-là, row vaut undefined. D'accord? Donc la fonction run, la méthode run ici, va appeler cette fonction avec un row qui vaut undefined. Sinon, s'il existait, à ce moment-là, il mettrait, dans row, il mettrait Pikachu, quoi. S'il l'aurait trouvé ici. Voilà. Candice, dis-moi si c'est OK. Alors, du coup, là, j'ai une erreur sans avoir d'erreur, quoi. Row different undefined. Il devrait marquer true. True parce que Pikachu, c'est différent d'undefined. Il me met false. Et pourtant, il le trouve, hein, là, en plus, le Pikachu. C'est le resolve que je comprenais pas. Alors, le resolve, si j'ai pas retiré, il est dans l'autre, hein. Si je veux tu veux que j'explique le resolve, en fait, bon. Reject, resolve sont des paramètres de cette lambda-là, quoi. D'accord? Donc, quand on crée une promesse, on lui donne en même temps une fonction qui sera appelée, entre guillemets, par le constructeur de la promesse, quoi. Et cette fonction, elle fait quoi? Elle prend deux paramètres. C'est une fonction que vous écrivez vous et c'est une fonction anonyme, hein. Bon, elle n'a pas de nom, hein. Par définition, c'est une lambda. Elle prend deux paramètres, une fonction resolve et une fonction reject, hein. Donc ça sert juste à faire le mécanisme en fait que votre promesse, votre promesse c'est une promesse de données, quoi. C'est une promesse que dans le futur vous donnerez une donnée. Vous fournirez une donnée. Donc dans le futur, quand vous fournirez la donnée, vous la fournirez via ce mécanisme qui s'appelle resolve. Vous écrivez resolve et là vous écrivez la donnée que vous voulez renvoyer, quoi. C'est l'espèce de return de cette fonction là en fait, quoi. C'est le return que vous voulez que existe doit renvoyer, quoi. Sauf qu'elle ne renvoie pas vraiment un booléen, elle renvoie une promesse de booléen, une promesse de booléen que vous ferez, que vous connaîtra seulement dans le futur, quoi. D'accord? Donc elle vous renvoie une promesse de booléen. Et en fait, quand vous écrivez ce code-là, c'est au moment où vous l'avez, hein, une fois que sa requête est exécutée, au bout de 3 heures, parce que c'est une requête très longue, il va calculer ce booléen-là et il va le renvoyer, quoi. D'accord? Donc pour faire le return, entre guillemets, dans le futur, c'est resolve. Par contre, il est possible aussi que votre requête ne fournisse rien. Et à ce moment-là, vous voulez dire que votre promesse, elle est vide, en fait, quoi. Hein, qu'elle est terminée et vide. D'accord? Vous ne donnerez votre promesse, vous ne la, entre guillemets, vous ne la respecterez pas, votre promesse. Donc, pour dire que vous ne respectez pas la promesse parce que vous n'avez pas de données à fournir, à ce moment-là, vous faites reject. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair. Donc, du coup, maintenant, si je retourne là, il faut trouver l'erreur. Donc, il vient de dire prepare comme ça. Alors, je vais juste réexécuter pour me rappeler testbd.
Alors, il me dit false. Pourquoi c'est false? Il devrait être true. Ça vient bien login le truc. Login, ouais. Il s'appelle login. C'est bien la tête user. En plus, il exécute sans problème, quand même. Donc, il n'y a pas d'erreur de SQL. Juste pour bien m'assurer qu'il passe par là, je vais lui afficher un petit coucou. Bon, c'est pas top de débugger avec ça, quoi. On a un petit coucou en plus. Ok, coucou false. Pourquoi c'est false? Il y a forcément quelqu'un dans la salle qui est au courant de pourquoi c'est false. Sinon, encore, il passait 3 heures comme la dernière fois, mais ça rend les TD beaucoup moins sympas, en fait. Row différent d'undefined. Je vais afficher row, et là, il va me mettre undefined. Allez, affiche-moi row, et le undefined. Ça veut dire qu'il a rien trouvé, il n'a pas trouvé le login. Select login from users, where login égal. Je sais pas, je vais remettre mes codes. Hein. C'est bien db prepare, et c'est bien la requête 4. Ah, peut-être c'est parce qu'elle est const. Ok, déjà il aime pas les guillemets. Comme ça répondait à notre question de tout à l'heure. Et peut-être que ce truc, a priori, il ne doit pas être const. Non, je vais define. Bon, alors mettre const. Sans doute une erreur à la con. Ah, mais non. Là, je fais bien un insert de Pikachu, mais c'est pas possible, quoi. Elle n'avait pas exécuté cette requête? Console log, coucou. Ok, il est bien passé par là, donc il m'a bien exécuté cette requête. Il n'y a pas eu d'erreur, parce qu'il n'a pas craché d'erreur. Donc il a bien créé Pikachu, de toute façon il est à la ligne suivante, quoi. Login, Pikachu. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Bon, on va pas y passer la nuit non plus, quoi. C'est encore une erreur à la con. Ah, parce que... je sais pas. Non, il fait rien à... Peut-être qu'il fait ça de manière asynchrone et le truc il n'est pas encore créé, quoi. Pareil combien? C'est eux qui insèrent le machin. Si ça se trouve, il fait ça. Je sais pas si run est asynchrone. Alors je vais mettre un await, mais évidemment, non, faut pas mettre de wait. Il faut attendre que le truc soit terminé. Bon, bref, à mon avis, c'était un problème de. C'était sleep le truc pour le faire paroter. Bon, ça, normalement, c'est une connerie comme ça, quoi. C'est bizarre parce que je n'ai rien dit d'asynchrone. Et si je le déplace en dessous? Parce que là, la requête, s'il me trouve Pikachu et qu'après il me le trouve pas, là, ça va être quand même quelque chose. Undefined false. Il continue de le mettre avant, quoi. Ah, et maintenant, il le met après, quoi. Ouais, il y a un problème, il y a un truc d'insynchronicité là-dedans, quoi, que je capte pas pour l'instant, mais bon, ok. C'est juste ça, mais bon, après, la fonction est correcte. De toute façon, là, j'ai pas eu d'erreur SQL, quoi. Donc, on revient. Merci de votre participation. Peut-être que vous testez en même temps et que vous essayez de tout débugger. Donc, on revient sur les 10 minutes qui nous restent sur l'énoncé. Donc, écrire une fonction qui permet de vérifier, c'est fait. Écrire la fonction qui permet d'insérer un utilisateur dans la base de données. Donc ça va être au niveau de create. Donc je retourne sur le... Bah, on l'a déjà fait en fait, quoi. Mais si je retourne dans mon terminal, créer un utilisateur dans la base de données, insert into users values machin, là, avec un truc, avec un run ici. Bon, alors là, le truc, c'est que éventuellement,
faut peut-être récupérer l'ID en fait, quoi. Donc, c'est le même principe que ce qu'on vient de voir là, d'accord, quand je vous ai montré là. Donc, le existe ici, hein. Donc là, on va aller écrire maintenant dans la méthode create. Mais comme là, on va aller plus vite, alors create, il est où? Voilà, create, il est là. Donc, vous voyez, il y a le machin qui est écrit. User ID, là, il est à 1. Donc, create, ça prend tous ces machins-là et ça devrait renvoyer un user ID à la fin. Donc, la result de user ID. Mais nous, le user ID, a priori, il va falloir le mettre le fameux ID dont je vous ai parlé, qui est automatiquement créé dès qu'on ajoute une ligne dedans, quoi. D'accord? Donc, c'est là-dedans qu'il faudra le changer, hein, sur le même modèle que ce qu'on vient de faire pour user exist. Mais je vais le faire ici directement dans le test là, parce qu'on a déjà fait une insertion à un endroit précis là. Voilà. C'est ici. Run, Pikachu, machin. Donc évidemment là, run, je le fais sur des données bien particulières. Évidemment, vous, ça sera dans une fonction. Hein, vous avez vu que la fonction, elle prenait en paramètre login, password, last name et first name. Hein. Ce sont les paramètres de cette méthode create. D'accord? Donc on crée un utilisateur, on lui passe ces 4 paramètres là. Évidemment, vous allez mettre ces variables-là à la place de ces données qui sont en dur. D'accord? Donc, bah, vous préparez votre statement SE et puis vous envoyez votre promesse. Donc là, c'est un peu différent, j'ai pas tout à fait la. Donc là, il faudra mettre s'il y a une erreur, vous ferez un reject, et sinon, il faut renvoyer la donnée. Donc là, ça sera le resolve. Donc là, c'est pas vous dans votre truc, ce sera pas vraiment un throw error, ça sera un reject. Vous pourrez éventuellement afficher dans la console l'erreur et tout ça. Et sinon, s'il n'y a pas d'erreur, là, vous renverrez votre promesse qui est, donc là, la méthode, c'est la méthode de création d'un utilisateur. Donc, on voudrait qu'elle renvoie l'ID de l'utilisateur. Pour l'instant, c'était bloqué à 1. Donc là, normalement, ça sera un resolve. Mais moi, là, je ne suis pas dans la fonction, a priori, qui renvoie une promesse. Donc, je vais juste l'afficher sur la console. Donc, je vais faire un console log. Et ce que j'affiche dans la console log, c'est ça qu'il faudra résolve pour vous. On va récupérer le last ID de requête 3. Voilà, je vais vérifier que ça, c'est correct. Donc ça devrait s'afficher maintenant. Exécute ça. Voilà, vous voyez, il a affiché le 1. Donc là, pour le premier utilisateur que vous rajoutez, il va lui donner automatiquement le numéro 1. On peut créer 2 utilisateurs. Donc si je copie-colle ça, on va mettre un deuxième. Alors, requête 3 bis, requête 3 bis, requête 3 bis. Voilà. Hop, et là je vais changer. On va mettre Goldorak. Password 1, 2, 3, 4, 5, c'est plus sécurisé. Nom de famille Rack. Prénom Goldo. Hop, et normalement il devrait nous afficher que effectivement lui va avoir l'ID numéro 2, ou sauf si c'est asynchrone, ça peut être dans n'importe quel ordre. Donc là il y a 1, 2. Voilà. Voilà. Et donc là, les affiches dans cet ordre-là, donc ça me laisse penser que Goldorak a été créé avant. Je vais afficher les deux en même temps. En plus d'afficher log, je vais afficher aussi le Goldorak, quoi. Bon, là, je l'écris en dur. Hop. Goldorak. 2 points. Plus. Personne qui me dit qu'il manque un D. Voilà, et là, je vais faire pareil. Je vais marquer Pikachu. Plus. Ok, je teste. Alors, Pikachu, c'est 1, Goldorak, c'est machin. Pikachu 1, Goldorak 2. Ouais, vous voyez que c'est vraiment asynchrone, hein. Et là, Goldorak 1, donc d'accord, c'est complètement asynchrone. Donc c'est pour ça que des fois j'ai des undefined. Je sais pas si j'ai toujours un undefined ou des fois il arrive. Non, parce qu'elle est trop rapide cette requête par rapport à l'autre. Bon, whatever.
En tout cas, ça marche bien, donc ça sera rajouté dans votre code create. Revenons à nos moutons de l'énoncé. Donc, écrire la fonction insérer base de données, hop, c'est bon. Ensuite, un service de login. Donc là, j'ai été super trop lent. Donc, pour rappel, le service de login s'organise ainsi. Vérification des paramètres, vérification si l'utilisateur existe, vérification du mot de passe, génération code de suppression. Donc, génération ou suppression de la session qui est stockée dans un truc request, renvoie le résultat. De toute façon, si j'ai pas le temps, a priori, je prendrai du temps au début du TME pour faire ça. Donc, écrire les fonctions manquantes. Donc, la première, donc, il y a vérification des paramètres. Euh, Ça sera juste vérifier que effectivement les trucs sont pas nuls, quoi. Après, je sais même pas si ça c'est déjà le cas, quoi. Si je regarde dans mon énoncé, par exemple dans ce qui existe déjà, donc dans buff, alors faudrait que j'édite api.js. Donc dans api.js, pour créer, là on est dans le service de login. Alors user login, voilà, il fait le not login ou not password, là déjà une vérification du fait que effectivement bah, que les trucs sont pas nuls, hein. Donc on va dire que ça c'est a priori c'est déjà bon pour cette partie-là. Donc vérification des paramètres, on va dire que c'est ça. Vous pourrez faire des choses plus élaborées après. Vérification si l'utilisateur existe. Donc a priori là c'est fait. D'accord, il le fait à cet endroit-là. Et il y a un await. Alors, ça veut dire quoi le await en fait quoi? C'est que normalement, voilà, quoi que c'est bloquant quoi. Await user exist, c'est que il va appeler user exist pour savoir si l'utilisateur existe. Ouais, je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà. On va sortir de ma édition. Donc il va vérifier si l'utilisateur existe, mais en réalité, comme c'est une fonction user exist, enfin celle-là au moins est une fonction asynchrone. Il va immédiatement renvoyer la main à la fonction appelante en fait quoi. Ce qui veut dire en fait, c'est comme s'il sortait de cette fonction-là temporairement, hein, pour éventuellement traiter d'autres requêtes d'autres utilisateurs en fait. Et dès qu'en fait user exist, cette promesse-là, il y a eu un resolve dessus ou un reject, à ce moment-là, le code revient là-dedans et exécute, et teste effectivement le résultat de cette promesse-là, quoi, hein. D'accord. Donc cette notion d'asynchrone, vous pouvez voir un petit peu ça comme une espèce de parallélisme en fait, quoi, comme si en fait ça lançait un thread, comme si là on lançait un thread pour savoir si l'utilisateur existe et qu'on attendait éventuellement que le résultat revienne, quoi. Et en même temps, ça continue à exécuter du code, quoi. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu ça comme ça, même si en réalité là tout va tourner sur le même, enfin, a priori tout peut tourner sur le même cœur, quoi. Voilà, il nous reste 3 minutes. Donc ça c'est déjà fait. Et donc après, user ID, donc il fait un check get password ici, donc avec express session. Donc là, a priori, il faudra écrire cette fonction check password qui n'est pas là. Donc là, c'est juste écrire une requête SQL correspondante. Donc c'est surtout sur la partie DB. Donc là, c'est au niveau effectivement de users. Donc je retourne dans le fichier users. Et il faut que j'aille vérifier dans le check password qui devait déjà être écrit. Voilà, check password. Donc là, user ID égale 1, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va lui demander, en fait, à remplacer par une requête de BD. On va faire ça tout de suite. Donc, requête, ça va être, alors pareil, il va falloir la remplacer par éventuellement certains éléments. Donc, select. Donc là, on va lui demander le truc qui s'appelle row ID. Donc, il y a le truc spécial qui va être l'ID utilisateur, from users, where, et là vous mettez effectivement avec le login password, quoi. Alors login égale point d'interrogation, un password égale point d'interrogation. Là on est dans le mode où tout est écrit en clair, quoi. Voilà pour cette requête, tac. Tu veux bien me mettre mon anti-coute? Merci. Voilà, donc maintenant il faut exécuter cette requête. Alors non, j'aurais peut-être dû mettre un petit prepare, quoi. Donc this db.prepare. Voilà, c'est comme tout à l'heure, ça n'a pas changé. Hop, voilà. Donc j'ai préparé ces machins-là. Et maintenant, je vais la exécuter.
Je vais l'exécuter. Donc ça, c'est dans le cas où une requête, a priori, donc c'est un select id, donc ça va leur donner un seul élément. Donc c'est get. All, c'est pour tout récupérer, mais là on n'en a qu'un seul. Donc là, on lui propose on lui fait passer les deux paramètres qui sont là. Donc un login qui va remplacer ce premier point d'interrogation ici. Et ensuite, ce qu'il y a dans password, dans la variable password, il va remplacer ce point d'interrogation. Password, voilà. Donc la petite liste machin. Et ensuite, la lambda. Donc erreur s'il y a une erreur ou row, s'ils a trouvé une ligne, il nous renverra la ligne. Voilà. Avec ce qu'il y a écrit en dessous. Hop. Donc je vais tout décaler. Excusez-moi. Je vais tout décaler là d'un cran. Tac. Donc là, on va juste vérifier s'il y a une erreur. Donc à ce moment-là, erreur sera mis à la trou. Donc il y a une erreur, je reject. Vous pouvez aussi faire un petit log si vous voulez. Pour dépanner au départ, c'est pas mal. Donc, s'il y a une erreur, sinon vous résolvez. Et donc là, a priori, ce qu'il faut renvoyer, c'est le user ID. Non, le row ID, qui s'appelle row ID. Et c'est dans row. Donc, c'est le champ row ID de row. D'accord? Ce row ID là, quoi. D'accord? Le champ row ID de row. Et a priori, là, on est bon. On va passer rapidement, regarder un peu ce qui manque comme question. Mais là, on est pas mal. Hop, retour à l'énoncé. Donc les fonctions manquantes, il y a ça. Ensuite, donc service de login, afficher l'utilisateur, écrire le code de la fonction qui va récupérer les informations utilisateurs. Bon, on l'a déjà fait en fait, pareil, mais bon, il va falloir remplacer ça dans la fonction get de tout à l'heure. Si je vous remets, hop, je vous montre. Les informations utilisateurs, on les a déjà récupérés dans notre petit test DD là, ici là. Select login from users. Ou select étoile, ouais. Là, le select étoile from users, là, bon, vous verrez le where la same inférieur à Toto. Il faudrait mettre where machin get Pikachu, quoi. Et vous avez ici, c'est déjà fait ici, je vais vous fournir ce fichier tout de suite avant de vous quitter, temporairement, pour aller déjeuner. Donc voilà, vous faites un truc. Alors là, il y a un for each, mais a priori, si vous mettez where avec un seul login, ça sera plutôt un get parce qu'on n'a qu'un seul truc, quoi. Toujours avec db prepare aussi, quoi. Donc a priori, voilà, on est bon. Donc le petit get là, c'est à vous de le rajouter. Je vous ai déjà fait 2 fois là le modèle. La question de mettre async ou pas async, la seule question que vous posez, c'est est-ce qu'il y a des await à l'intérieur. D'accord. S'il n'y a pas de wait, ça ne sert à rien les async. Voilà. Parce que wait, ça permet de renvoyer le contrôle à autre chose pour qu'il fasse plein de travail en attendant, quoi. Ok, donc ce que je vous ai dit, donc si je repasse sur l'énoncé, a priori ça c'est fait, les informations utilisateurs, il faut juste le mettre dans le get, voilà. Et là vous avez les consignes à la fin pour votre TME. Donc le fichier, a priori, je vais vous le filer. Je vais le mettre immédiatement en fait, comme ça sera fait, parce que je vais pas oublier. Donc je vais aller sur le Mattermost, hein. Comme d'habitude c'est là que je mets les fichiers. Mattermost, groupe 5. Petit fichier, enseignement, ouais. TM4, serveur. Bon, le serveur.zip, vous l'aviez déjà, hein. Et testbd.js. Hop. Voilà. Donc ça, vous avez. Donc, vous pouvez commencer à regarder un petit peu. Je peux vous donner aussi le API.js et le users.js, juste pour que vous voyez un peu ce qu'on a rajouté dedans, ou juste pour vous rappeler qu'il y a ces deux trucs-là éventuellement à changer. Donc, app.js, API.js et users.js. Donc, voilà, juste les petites modifs que j'ai faites, ils sont là. Voilà. Mais bon, essayez plutôt de les refaire directement, quoi, plutôt que, parce que sinon vous allez vous mélanger peut-être un petit peu des trucs, quoi. Voilà, donc je pense que vous avez tout pour bien commencer le TME de tout à l'heure. Bon,
C'est dommage que vous n'ayez pas pu participer. Enfin, vous avez quand même pointé un certain nombre de bugs que j'avais introduits, donc ça c'est pas mal. Voilà. Donc, on est du coup pas mal. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Bon appétit. Il y a au moins 5 personnes que je dois revoir en physique tout à l'heure dans la salle de TME. Et donc, bon, pareil, on se retrouve sur Gazerton aussi pour faire ça. Donc, du coup, là, ça sera un TME qui sera moins guidé que la dernière fois, qui était un peu un TME dans lequel j'essaie de faire les trucs, le TME en même temps que vous, en pataugeant un peu, quoi. Donc là, a priori, je pense que vous avez vraiment bien les éléments pour progresser tout seul. Il y aura une petite subtilité quand même dans les histoires de this là, parce que faut faire gaffe au this, il fait toujours référence à l'objet courant et dès qu'il y a des lambdas, ça complique un peu les choses. Mais ça, on verra ça ensemble pendant le thème. Voilà, bah, on s'arrête là, je vous remercie et puis très bon appétit et à tout à l'heure, voilà. Ciao.